Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Vous avez entendu la voix? Quel, sans Dieu, sans maître et sans pub, Baraka, il a 195e, du 5 mars 2013, un beau soleil dehors, c'est le printemps qui se ramène. Avec, pour thème aujourd'hui, peintre du paysan. J'ai bien dit peintre du paysan, pas peintre des paysans, du paysan. C'est une trouvaille de notre genre, comme toujours, quoi. Il est, ah là là, il est, il est toujours en train de nous ratatiner avec son savoir, enfin bon, passons. Oh. Voilà, avec pique et coup à la régie. Bonjour tout le monde. Notre Jean. Une émission qui devrait donc rouler. Des patins. Voilà, pour une émission consacrée, comme d'habitude, à l'artiste dans la société. L'artiste en dehors de celle-ci, c'est surtout là qu'il devrait être. L'artiste et l'engagement politique en toc, là, pas de souci de ce côté-là, il est plutôt à l'écart des engagements, quels qu'ils soient. L'artiste et la religion, par contre, hein, il y a des tentations quand même. Hein. C'est un peu comme le loto, la réussite des artistes. Alors, ils ont tendance à devenir superstitieux et à demander le secours du Très-Haut pour, évidemment, que leur travail soit reconnu et surtout qu'ils gagnent de la thune. Parce que les artistes sont assez obsédés par la thune, apparemment. L'artiste et l'autorité. Alors l'autorité, vous savez ce qu'on lui dit. Ah, puis il y a l'artiste et la science aussi. Et on sait depuis quelque temps, par un de nos correspondants en Finlande, le bien nommé Juju, que les scientifiques s'intéressent à l'art. Par contre, les artistes s'intéressent très très peu à la science. Sauf à la science qui pourrait leur faire gagner de la thune, encore une fois. Voilà. Et puis une petite citation de Charles Davray dans une chanson bien connue, Le Triomphe de l'anarchie. Qui dit c'est le savoir qui forge la conscience. Je répète, c'est le savoir qui forge la conscience. L'être ignorant est un irrégulier. Oh là. Hein? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal au 19e siècle déjà. Hein. Je sais pas ce qu'on a fait de mieux depuis le 19e siècle. Enfin, je parle pas de l'industrie, mais je parle des mouvements sociaux révolutionnaires. On est vraiment en régression depuis un siècle. Voilà. Une condition de l'artiste qui s'améliore pas, Robert, si j'en crois tes lunettes, parce qu'il y a une branche là qui tient avec une épingle à nourrice. Les deux, mon Jean. Ceci dit, les deux. Oui, les deux, mais oui, les deux. Ceci dit, ce sont des épingles dorées. Ben oui, j'ai pas trouvé d'autres. J'ai pas trouvé des épingles. Ce chic dans la misère, il y a que Robert. Voilà, 3 mois que j'avais pas commencé l'émission avec vous. Ouais. Voilà. Ah oui. Alors j'ai amené une bouteille de chenin, qu'on va se déguster. Et on n'est pas radin, hein. Non. On va boire à votre santé. Oui, c'est surtout Jean qui est pas radin, hein, parce que c'est lui qui amène la bouteille de chenin qui sent bon la noisette. Voilà, on salue l'émission précédente. Bon, j'avale en même temps le truc de mes lunettes. Excellent.
C'était Grand Corps Malade, Sixième Sens. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. Merci Dominique. Bon, la mini-tube de luminance de Montmont la Science, c'est-à-dire Raymond la Science, par Esther, Jean et Shlomo, est consacrée pour ma part ce matin. Elle est dédiée, elle est dédicacée à mon pote Pierre-Yves, myopathe, handicapé de plus en plus d'ailleurs par cette saloperie de maladie, et plus généralement à tous les handicapés qui sont traités vraiment comme du bétail. On s'en fout complètement, qu'à voir comment on peut accéder au métro, à l'autobus et encore pire au train. Voilà, ça pour donner des petits exemples. Mais là, je voudrais vous parler plus particulièrement de ce cas, de cet artiste qui est dans une cité d'artistes à Nogent-sur-Marne, la cité Guillauet, qui est emprisonné dans son atelier depuis 2 ans bientôt. Et il peut pas sortir puisque il habite à un premier étage et il peut pas le descendre ni le monter à pied. Il y a aucun moyen de s'en échapper. Depuis près de 2 ans, il se bagarre avec les administrations, avec les bailleurs, pour pouvoir justement sortir de sa prison. Alors, il semblerait que le bailleur, c'est l'agence Ossica qui s'occupe de ça, l'agence de je sais plus quel bled, enfin c'est dans le 94 en tout cas. Ça m'échappe pour l'instant. Quand je suis vraiment perturbé par quelque chose, je perds un peu mes moyens. Voilà. Et cette agence, il semblerait que la responsable de l'agence, elle fait tout ce qu'elle peut pour faire traîner les choses. On ne sait pas pourquoi. Elle doit avoir une dent contre Pierre, pourtant qui est un être humain très doux, très gentil, enfin bon, qui est pas du tout un chieur. Voilà, malgré qu'il pourrait l'être avec ce qu'il subit depuis presque 2 ans. Donc, alors il y a différentes personnes qui sont en charge de son dossier, assistante sociale, conseillère de ceci, conseiller de cela, mais tout le monde se bouge lentement. Voilà. Alors, je veux dire, moi je vois l'état de Pierre parce que je le vois tous les mercredis. Je vais chercher son petit journal de télé, je lui ramène, on papote pendant environ 1 heure ensemble. Croyez pas que ce soit un sacrifice pour moi. J'aime beaucoup ce camarade. Il a une culture artistique un peu comme notre Jean, quoi. Hein, un peu moins petite, mais quand même, hein, comme notre Jean. Il doit être balèze quand même. Oui. Il est en effet balèze et il connaît toutes les techniques de peinture ancienne, etc. Enfin bref, technique entre autres de Van Eyck qui permet de faire des trucs qui seront pérennes, etc. Enfin bref, voilà. Alors je voulais pour tous les handicapés, je le répète, parce que Pierre, c'est un cas que je côtoie régulièrement. Je m'aperçois de l'avancée de sa maladie. En quelques années, il a perdu le moyen de se déplacer et actuellement, il a de plus en plus de mal à lever les bras, à tenir sa tête droite. Ça tombe un peu. Il a extrêmement de mal à déglutir. Enfin, il faudrait qu'il se fasse opérer pour se faire remettre des muscles, je sais pas quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment une dégradation visible. Enfin, il y a encore un peu plus d'un an, presque 2 ans, on sortait encore ensemble. Je l'aidais à descendre ses escaliers, à les remonter. Et puis il était avec 2 cannes et puis on allait jusqu'au bistrot parce que il adore les bistrots. On allait boire, non, on n'allait pas se saouler la gueule, on allait boire un café, mais ça lui faisait du bien. Voilà, il s'est quelquefois cassé la binette, mais j'étais là pour le tenir, pour lui éviter de se répandre complètement sur le trottoir. Et à chaque fois, ça faisait régresser sa capacité de se déplacer parce qu'il avait un stress qui s'installait en plus. Et je pense que le fait d'être coincé dans son atelier, mais il n'est pas sortir. J'insiste là-dessus depuis plus d'1 an, presque 2 ans. Il ne se peut pas sortir et lui, il rêve de voir le ciel au-dessus de sa tête. Vous voyez, des trucs basiques comme ça, des trucs tout cons que nous, on n'appréhende même pas parce que ça, on peut sortir, on peut regarder le ciel, on trouve ça tout à fait banal. On n'y fait même plus attention. Mais lui, par contre, il y porte une attention extrême. Voilà. Alors pour lui et puis pour tous les handicapés, parce qu'il n'est pas le seul, je suis persuadé. Il y a des tas d'handicapés qui peuvent pas descendre de leur appartement parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, parce que ils peuvent pas. Lui-même, ses chiottes sont trop basses, il peut pas se relever quand il va aux chiottes, donc il a fallu qu'il installe un truc pour surélever ses chiottes. Ça paraît con comme ça. Prendre sa douche, il faut qu'il enjambe une baignoire, etc. C'est le matin quand il se lève.
ça demande plus d'1 heure avant qu'il puisse commencer à bouger, quoi, parce que descendre de son lit, c'est une épreuve, y remonter, c'est une épreuve. Des fois, il se casse la gueule dans son atelier, il est tout seul, il met 2 heures avant de se relever parce qu'il faut qu'il rampe jusqu'à son lit pour pouvoir se hisser sur ses pieds. Enfin, vous voyez et il bosse tous les jours, il bosse de 9h30, 10h du matin jusqu'à 7h le soir. Il est devant son chevalet en train de bosser, quoi. C'est un mec, c'est ce qu'il tient d'ailleurs, parce qu'autrement. Mais tous les handicapés n'ont pas, en quelque sorte, cette passion de peindre, cette passion de vivre, et je me demande comment ils font pour survivre, parce est-ce que vous voyez beaucoup d'handicapés se balader dans les rues avec des petits chariots électriques, là? Parce que lui, c'est ce qu'il aurait s'il était en rez-de-chaussée. Il aurait un chariot électrique, il pourrait sortir. Est-ce que vous en voyez pas dans les rues? Puisque les trottoirs sont pas aménagés, pour rentrer dans un commerce, il faut toujours monter une marche, parce que toutes ces choses qui faciliteraient la vie d'un handicapé ne seront obligatoires qu'à partir de 2015. Alors tout le monde fera, on attend 2015. Voilà, c'est ça, l'humanité est vraiment au centre des préoccupations. Excuse-moi, mon camarade, mais dans le cas présent, est-ce que la première mobilisation ne devrait pas se faire au niveau de la cité d'artistes? Ah bah oui, justement, je voulais en parler. Au niveau de la cité d'artistes, oui, nada, rien. Il y a 35 ateliers dans cette cité. Je veux dire 35 ateliers logements. C'est super, etc. Si on travaille en tout cas. Mais sur ces 35 ateliers logements, il y en a à peine le tiers qui travaille vraiment. Le reste, ce sont des sous-locations, ce sont des artistes qui ont arrêté de travailler parce qu'ils vendent rien, donc ils se disent, c'est même pas la peine de travailler. Donc ils sont soit aux minima sociaux, soit ils bricolent à droite à gauche, voilà. Et alors la solidarité, nada, parce qu'il y a des ateliers qui se sont libérés en rez-de-chaussée récemment. Et ces ateliers ont été occupés par des gens qui n'ont aucun droit de les occuper, par je sais pas quelle magouille. Il y a même, il y a un atelier je sais pas. Il y a un atelier qui est occupé par une ex-assistante sociale, et c'est même pas la maison des artistes la fondation ou la culture qui l'a installé là. C'est le bailleur qui a installé. Maintenant, c'est le bailleur qui choisit les gens qui vont habiter dans cette cité, quoi. Voilà, c'est invraisemblable. Il y a des gens qui utilisent leurs ateliers comme salon. C'est une déviance complète. Complète. Mais c'est pas nouveau. Il y a même des municipalités où il y a des ateliers, et quand un atelier cyber, au lieu de leur mettre à disposition d'artistes, ils mettent les employés municipaux dedans. Parce que c'est vrai qu'un atelier d'artistes, c'est plus classe qu'un simple F2 dans un HLM, quoi, tu vois. Même si nous, on est sous le régime des HLM. Enfin, il y a plein de dérives comme ça. Nous, on n'est pas des balances, parce que là je cite pas vraiment de nom, quoi. Non, je pourrais vous en citer, mais on le fait pas. On le fera à la fin de l'émission. Oui. On balance pas non plus aux gens qui seraient compétents pour résoudre ces problèmes, parce qu'on se dit c'est pas notre boulot, c'est le boulot du bailleur. Mais le bailleur, de l'instant qu'il a son loyer, le reste il en a rien à foutre, quoi. Sauf si un artiste paye pas son loyer, et c'est arrivé, qu'il s'est retrouvé avec tout son bazar dehors à la rue, et puis voilà, quoi. On en est là. Voilà, donc. Je pense pas que ça va changer grand-chose que j'en parle à la radio, parce que j'en ai déjà parlé, peut-être avec moins de véhémence, mais j'en ai déjà parlé, puis il y a eu aucune retombée. Tout le monde s'en fout aussi, parmi nos auditeurs, en tout cas je crois, comme dans cette cité d'artistes où tous les artistes s'en tapent complètement. Voilà, parce qu'il y a eu aussi des artistes qui ont témoigné. La fille d'un copain qui s'est suicidé, il a une fille qui n'est pas du tout artiste, elle est assez jeune, elle est chômeuse, et il y a des copains qui ont témoigné en disant qu'elle avait toujours habité là, etc., pour pouvoir qu'elle puisse habiter cet atelier, tu vois, et alors qu'elle n'est pas du tout artiste. Et alors le must, c'est que le bailleur lui a proposé un logement à Boulogne, dans un quartier chicose, un appartement de 2 pièces, une gamine de 20 et quelques années. Elle a refusé, elle veut un 4 pièces. Voilà, pour partir, elle veut un 4 pièces. Tu vois, elle est toute seule, mais enfin, elle veut un 4 pièces. Voilà des choses comme ça qui sont complètement lunaires, quoi, qui se passent au niveau de cette cité. Mais je pense que c'est pas la seule. Sans doute, oui. C'est pas un cas isolé. Oui. Non, c'est pas un cas isolé. Et en tout cas, enfin là, il y a quand même un cas concret. Cet artiste qui s'appelle Pierre. Il faut vraiment, on peut pas, tu vois. Oui, il a bientôt 70 ans, voilà, et voilà, et ça va pas s'arranger son état. Donc, s'il se bouge pas un peu le cul plus vite, eh ben, il risquera de plus pouvoir après bouger. Ça sera vraiment la momie de Rascarcap. Vous n'avez eu aucune réunion entre vous sur le sujet? Non, parce qu'il y a une association bidon. Ouais, puis si tu dis qu'il y a qu'un tiers en fait des gens présents qui occupent les lieux qui sont artistes, ça va pas avancer. Et comme on sait que les artistes sont des gros égocentriques, c'est moi d'abord et les autres après si je peux, quoi, tu vois, voilà, c'est... Non, sérieusement, et il y a des artistes qui sont là depuis Pierre y est dans cette cité pratiquement depuis sa création, il y a 30 ans, quoi, tu vois. Il y en a d'autres qui sont là, qui l'ont connu aussi, toi, ils faisaient la teuf ensemble régulièrement, et bon...
personne ne va ni le voir, ni se préoccupe de sa situation. Bon, elle est presque trop bien, en fait, cette cité. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Ouais. Ça crée des mauvaises vocations, on va dire. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais bien sûr. Elle est très très bien située. Ouais. Le cadre est vraiment, on peut le dire, très sympathique. Très sympathique. Verdoyant. Verdoyant, oui, absolument. Dégagé. Enfin, je trouve qu'elle a un peu trop d'atouts, en fait. Ouais. Tu vois, elle est victime, en fait, de... Non, mais c'est vrai. Oui, de non, ses qualités. Quoi. Non, c'est possible. Et il y en a une autre à Nogent qui est aussi à la Fondation, mais qui est gérée directement par la Fondation, qui comprend aussi 35 ateliers logements, dont des petits pavillons, etc., avec l'atelier, machin, tu vois, la classe, au milieu d'un parc de 10 hectares, quoi, tu vois. Et là, c'est encore pire que chez nous, quoi, tu vois. Là, ils se tapent carrément sur la gueule. Il y a la police qui doit intervenir pour les calmer de temps en temps, quoi, tu vois, c'est... Voilà, des histoires invraisemblables. Bon, enfin voilà. Voilà, alors bon, j'ai fait mon petit... Je me suis un peu excité, là, vous me pardonnerez, mais bon, des fois, on profite de ce média pour en parler, mais je parle pas que pour Pierre, je parle pour tous les handicapés qui sont confrontés, je suis sûr, à la même situation, mais dans des contextes différents, mais le résultat est le même, quoi, voilà. Bon, avant de laisser le micro à Piquet-Coup, je voudrais donner un lien en fait vers le rapport d'Amnesty International sur l'impunité de la police française. Ça te fait rire, toi? Oh, bah, non, ça me fait pas rire. Robert, ce n'est pas drôle. Ça me fait ricaner. Insultes racistes, recours excessif à la force, un coup, homicides illégaux, telles sont les allégations de violation des droits humains commises par certains policiers français. Alors, le rapport d'Amnesty International révèle un système qui favorise l'impunité des policiers accusés de ces actes. En fait, ils sont continuellement relaxés, évidemment, de toutes les procédures engagées contre eux. Voilà. Mais en même temps, là où je trouve ce rapport intéressant, c'est qu'il insiste aussi sur le fait que ces policiers sont eux-mêmes, évidemment, victimes de leurs supérieurs hiérarchiques. On les oblige à continuellement, en fait, violer les droits des citoyens. Voilà. Alors, c'est après les W, amnesty.fr/site au pluriel, SITES, /défaut à l'anglaise, DEFAULT, /files, FILES, /FrenchReport.pdf. Voilà. Oui, mais tu peux dire que ça sera sur le blog de l'émission. Oui, je mettrai un lien de toute façon. Vous pourrez télécharger là le PDF. Il se charge automatiquement quand on fait. Voilà, quand on tape cette adresse, c'est édifiant. Je crois qu'il fait 48 pages. Et ça se lit. Il y a des tas d'exemples pour chaque chapitre en fait de ce rapport d'Amnesty International. Il y a des exemples humains qui sont édifiants. Voilà, mon camarade. Oui, nous on n'aime pas la police. C'est pas question des policiers. On n'aime pas la police, on n'aime pas le concept de service d'ordre, qui est plutôt d'ailleurs un service de désordre. Mais bon, mais il y a des policiers, ce sont des êtres humains, qui ont fait ce boulot surtout c'est un boulot alimentaire, je pense. La plupart, c'est des citoyens. On peut l'espérer. Oui, on peut l'espérer. Moi, il y a sûrement des fanatiques voilà, mais la majorité, je pense que ce sont des gens ordinaires qui sont chargés de missions tellement inhumaines que c'est vrai, il y a un taux de suicide extrêmement élevé dans ce corps de fonctionnaires de l'État, et parfois aussi des révoltes au niveau des commissariats, etc., de policiers qui en ont ras le cul d'être des chasseurs de primes, etc., contraints, comme tu l'as dit, par leur hiérarchie, qui est elle-même contrainte par des directives ministérielles. Voilà. Donc un rapport qui est aussi exhaustif que peut l'être un rapport d'une cinquantaine de pages, et qui n'est absolument pas manichéen. Je trouve que ça en fait quand même une grande partie de la valeur. Voilà. Tout à fait, mon Jean. Merci pour ces infos. Bon. Toujours aussi gai. Moi, je vais continuer dans le festival des réjouissances avec une bonne vieille recette qui a fait ses preuves. J'avais déjà évoqué la vidéosurveillance et ce site internet Internal Eyes sur lequel on pouvait s'inscrire pour surveiller des lieux publics et recevoir une poignée d'espèces sonnantes et trébuchantes à chaque dénonciation. Et le Canard enchaîné en remet une couche cette semaine du côté de Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône, dans un lotissement pavillonnaire. Un curieux poisson d'avril que cet autocollant à découvrir le 1er de ce mois d'avril sur certaines boîtes aux lettres. Un autocollant voisin vigilant, un œil écarquillé sur fond jaune avec cette maxime « Si je n'alerte pas la police, mon voisin le fera ». Même principe que pour la vidéosurveillance qui recrute les petits délateurs en puissance.
Demandez aux voisins citoyens d'être les yeux et les oreilles de la gendarmerie qui ne peut à elle seule tout surveiller. Trouvez des citoyens référents qui vont tâcher de convaincre leurs voisins de participer au quadrillage. Comment se reconnaître? Grâce à cet autocollant collé sur la boîte aux lettres. Pour quel boulot? Être à l'affût des activités suspectes et en informer la gendarmerie. Quelles activités suspectes? Une voiture bizarre qui passe, un type louche qui n'est pas du coin, une mouche qui vole de travers. Si vous avez des soupçons, n'hésitez pas, dixit la gendarmerie. Des soupçons sur quoi? Le cambriolage, la violence conjugale, la fraude, les stupéfiants. Le guide des membres précise même, celui qui dessine des graffitis sur les murs peut avoir commis ou commettre à l'avenir des délits bien plus graves. La police municipale se défend d'appeler ces appels à délation, du flicage ou de la milice locale. Point du tout. Il s'agit d'une participation citoyenne à la sécurité. Ben voyons. Pour être plus performants, les voisins vigilants ont à leur disposition des formulaires à cocher pour aider à l'identification du délinquant potentiel. Taille, vêtements portés, allure générale, teint, tatouage. Oui, on voit tout de suite qui peut être visé. Oui, tout à fait. Surtout sur le teint, les tatouages, etc. Pour aider à la participation citoyenne à la sécurité, une rémunération serait la bienvenue, non? Qu'est-ce que... Ouais. Hein, Ouais. Ça a toujours mieux marché comme ça. Ouais, Bon. c'est vrai. Maréchal, nous voilà. On y retourne.
Jean-Roger Cossimon, les milices. Sur Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille, avec Piquet-Cou à la régie et à la programmation musicale. Notre Jean, notre hussard noir qui est à ma gauche, qui est arrivé ce matin, comme d'habitude, comme il y a plusieurs mois, nous rejoindre au bistrot à 10h30 et être là à 11h dans les studios du Radio Libertaire. On en est tout mouillé des mois. Bon, parle pour toi. Ah oui. Enfin bon, non, c'est pas ce que je voulais dire. Notre Jean, oui, qui est à la maîtrise, on peut dire pas de la chorale, mais de Radio Libertaire, mais dans cette émission à la maîtrise des textes et de squelette de l'émission, du concept. Bon, enfin je vais arrêter parce qu'après il va plus se sentir. Bon. Déjà qu'il a des tendances fâcheuses. Oui, bon, je t'en prie. Pour vous parler ce matin par la voix de notre camarade Jean qui va vous faire l'intro et de notre camarade Piquet-Cou qui va nous lire un texte justement extrait d'un Les peintres et le paysan au 19e siècle par Caroline et Richard Bretel. Ouais, Madame et Monsieur. Madame et Monsieur Bretel, qui sont conservateurs à l'Art Institute de Chicago. J'allais te le dire. Et dans cet extrait que va nous lire Piquet-Cou, les auteurs nous démontrent que les peintres, comme tous les artistes, mon cher Robert, n'ont jamais pu s'empêcher d'attribuer à leur modèle une part de leur propre culture. T'es d'accord avec ça? Tout à fait. C'est assez fondamental. Ainsi, l'iconographie paysanne nous en apprend-elle plus sur la bourgeoisie, en fait, à laquelle elle était destinée, que sur les paysans eux-mêmes. Avec des exceptions peut-être, ou de manière différente selon les artistes. En ce sens, le paysan a davantage été utilisé que compris par les artistes qui l'ont représenté. Il n'empêche que les Européens du 19e siècle, et tu ne me contrediras pas, étaient bien plus proches de la vie rurale que nous ne le sommes aujourd'hui. En 1850, un groupe d'images de paysans, avec des sujets français, défiait les traditions du salon. Le Semeur, de l'artiste normand Jean-François Millet, et une immense composition de Gustave Courbet, paysan de Flagey revenant de la foire, étaient entre autres chefs-d'œuvre du genre paysan accrochés aux cimaises. Les œuvres de Millet et de Courbet étaient jugées nettement réalistes, c'est-à-dire qu'elles reproduisaient un monde vu et vécu par l'artiste. On les considérait grossières et vulgaires par le style et le sujet. Mais pour bien comprendre l'imagerie paysanne, il est important de replacer ces œuvres dans le contexte des conventions établies par les premiers peintres paysans. Le Semeur de Millet était sous bien des aspects plus révolutionnaires que l'immense scène de genre à plusieurs personnages de Courbet, qui prend soin de bien distinguer les différentes classes de la société rurale, du seigneur à cheval aux paysannes qui, avec leurs ballots sur la tête, ferment la marche. Tous, sauf les deux cavaliers, ont l'air profondément absorbés, si bien qu'ils semblent s'isoler de la scène collective choisie par le peintre. Ils marchent, un peu comme les animaux qu'ils suivent, avec un entêtement passif sous le ciel pâle du Doubs. Parce qu'ils montraient ouvertement des valeurs négatives, qu'ils les associaient à des changements picturaux et sociaux, et qu'ils marquaient une rigidité dans le traitement du sujet, ce tableau fut le succès de scandale du salon de 1850. Le tableau de Millet d'un paysan solitaire semant à l'aube sa future moisson s'appuie avec moins d'insistance sur la tradition que l'immense machine de Courbet. Le personnage du semeur ne présente que peu de traits distinctifs. Ses vêtements de travail n'ont rien d'un costume régional avec son charme et ses particularités. C'est plutôt le mouvement du corps se détachant contre le ciel qui confère au tableau le rythme et l'énergie d'une danse. Il faut noter que le Semeur est la première œuvre importante représentant véritablement un paysan au travail dans les champs. Les paysans de Millet, qui allaient être le plus grand peintre de la vie paysanne de l'histoire de l'art, sont toujours au travail. Millet ne montre ni départ pour la fête, ni arrivée, ni foire. On ne lui connaît aucune scène joyeuse de piété dans les rues de Paris, ni même dans les églises de campagne au nord de la France. Le seul grand moment de dévotion rurale se situe à la fin d'une longue journée de travail dans les champs, au moment où les paysans s'apprêtent à rentrer chez eux pour préparer leur souper.
Courbet étudie les tensions entre les classes sociales du monde rural et rapproche ces paysans de personnages plus haut placés qu'eux dans l'échelle sociale. Millet, au contraire, ne présente que des paysans du nord de la France et insiste sur l'organisation de leurs travaux dans les champs et les basses-cours, dictés par le grand cycle des saisons. Le réalisme de Courbet personnalise chaque figure et rend tous les détails du costume et des accessoires. Millet, par contre, généralise ces figures et crée des types de paysans qu'il répète fréquemment. En comparant le réalisme de ces deux peintres, on se trouve pour la première fois dans l'histoire de la peinture de genre rural, en face d'artistes qui représentent un monde dont ils sont issus et où ils ont passé la plus grande partie de leur vie. Merci Piquet-Cou. Alors Millet, le plus grand peintre de la vie paysanne de l'histoire de l'art, ça ce sont des Américains qui le disent, mais on est d'accord moi, c'est 100% avec d'accord eux, 100% d'accord. Millet qui a été victime en fait de son succès, de son succès populaire en fait. Il a été tellement, ces tableaux ont été tellement reproduits en fait que cette iconographie a fini par évidemment délirante, a fini par faire perdre leur force sociale à ces tableaux, mais elle reste entière, à y regarder de plus près. Allez à Orsay pour ça, d'ailleurs. Allez à Orsay pour ça, voilà. Alors, Les peintres et le paysan au 19e siècle est publié par les éditions Skira. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Obercamp, fille de Calvaire, ou République. Ah nom de Dieu, ça fait un bien. Alors, téléphone. Nom de Dieu, mais enfin, c'est nom de pas Dieu. Nom de pas Dieu. Ah ouais. 01, nom de pas maître. 01, non, pas de publicité non plus. 01 48 05 34 08, ça c'est le numéro de téléphone de Publico. Et www.librairie-publico.com, ça c'est l'adresse du site internet. Voilà, Robert. La plus grande librairie du monde. Bien, merci beaucoup, mon À défaut d'être la plus grande, c'est la plus belle. La plus belle, déjà pas mal. Ah oui, c'est énorme. On vit avec elle, on vit à son rythme, on vit avec son temps. On est complètement impliqué dans les choses. Bon, merci beaucoup.
C'était Francis Lemarque, l'âne et le paysan. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix du paysan. Sans Dieu, sans maître et sans pub à Racaille. Piquet-Cou à la régie, à la programmation musicale et au blabla aussi. Allez pas en reste. Notre Jean, notre hussard noir. Francis Lemarque, quand il chante pour les enfants, il y a à manger pour les adultes. Ouais, tout à fait. Pas mal. Non, je suis sûr, je suis d'accord avec toi, mon Jean. Mon Jean qui est là, on est tous les deux en train de se murger gentiment avec du chenin. Que nos auditeurs nous en excusent, mais on fête le retour de notre Jean à la vie. Enfin, c'est pas tout à fait gagné, mais c'est sur le chemin de la route. Et on en profite aussi pour faire un coucou à notre camarade Thierry de Bleu en Liberté, qui lui se remet aussi tout doucement. Voilà, c'est d'abord pour lui en fait qu'on boit ce chenin. Thierry, c'est d'abord pour toi. C'est pour toi, mon Thierry. Ah ouais. On n'en laissera pas une goutte. Hein. Non, non, c'est pas ce qu'on t'aime. Hein, et puis, tu devrais te sentir mieux après, tu vois. C'est notre façon de jouer à Lourdes, tu vois. Voilà. C'est la grotte ici, c'est la grotte de Lourdes. Bon, tu nous préviens quand même quand tu reviens. Ouais. Parce que... On mènera une autre bouteille quand même, faut pas déconner non plus. Oui, vous êtes donc toujours sur la radio de la Libertaire et pour tout de suite vous parler de Histoire de vie, histoire d'artiste, je vous raconte, mais je suis moins érudit que notre Jean, donc de Jean-François Millet, 1814-1875. Et qu'est-ce que je viens pouvoir vous raconter sur Millet? De mon point de vue, Millet, qu'on qualifie de naturalisme, vous devez l'entendre avec Piquet-Cou, avec Courbet, moi je dirais plutôt que c'est un naturaliste qu'un réaliste. Il faisait pas du réalisme social comme Courbet, à mon avis, mais à mon humble avis, de non-érudit. Et que c'est, avant l'évolution impressionniste, c'est une vraie révolution. La révolution qu'a amorcé aussi Courbet, de représenter les paysans dans leur jus, et non idéalisé, parce que même si on peut penser que Millet est un peintre qui idéalise la paysannerie, je peux vous dire que si vous regardez attentivement, si vous allez à Orsay par exemple au hasard, et si vous regardez ces deux dont parlait Jean, ces deux peintures mythiques qui ont été sur tous les calendriers des postes depuis 1900, les Glaneuses et l'Angélus, si vous les regardez bien, penchez-vous d'abord sur les mains de ces paysannes et vous verrez que c'est pas du tout idéalisé. C'est le seul d'ailleurs, je crois, qui a montré la vérité sur les mains des paysannes. C'est des mains grossières, rougeaudes, abîmées, enfin des paluches plutôt que des mains d'ailleurs. On sent que les travaux de la terre sont pas loin. Voilà, malgré... Il y a une filiation en fait qui est évidente à la réflexion avec ce qu'était le Caravage pour le peuple. Absolument, absolument, je suis d'accord avec toi. Et le Caravage, qui est une peinture magnifique du point de vue de la technique, etc. C'est quelque chose de sublime. Il arrivait à créer des ambiances avec des clairs-obscurs, etc. Et Millet aussi, ou Millet, je sais plus comment on dit, Jean-François, si vous regardez encore une fois, si vous êtes attentif à son travail, moi je vais peut-être exagérer un peu, mais je m'en fous, c'est ce que je ressens, j'hésiterai pas à dire que c'est le Vermeer du paysan, quoi, parce que franchement, sa technique picturale, pour moi, est un mystère, parce que c'est d'une beauté, c'est d'une finesse, c'est d'une sensibilité, une espèce de brume très légère enfin, comment il faisait ce boulot-là? C'est des couleurs lumineuses et en même temps douces, avec des ciels où il y a des ciels qui sont absolument extraordinaires, chargés mais en même temps légers, en même temps, voilà, qui donnent envie de vivre, envie de respirer l'air pur. Voilà, pour moi, Millet, c'est ça. Et quand on pense que cet artiste travaillait sur des formats moyens, les plus grands faisaient en général, ils étaient dans des dimensions 85,5 sur 111. Je pense que c'est un 60 figures ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est
Alors que Courbet, quand on voit l'enterrement ornant ou quand on voit différentes œuvres toujours au musée d'Orsay, c'est toujours des grandes tartines, des trucs invraisemblables. Non, Millet, c'était petit. Les plus petits faisaient 29 sur 42. Ouais, ça devait être des 15 figures à tout casser, quoi. Ou même plus que ça, des 10. C'est des formats, quand on dit figure, paysage ou marine, c'est des formats traditionnels, enfin en peinture. Quand on connaît ces formats-là, ça veut dire qu'on est déjà un peu vieux, quoi. Parce que maintenant, on dit plutôt des 21, 29,7 ou des demi-raisins. Enfin, non, raisin, c'est trop compliqué. On dit c'est grand, c'est petit. Voilà. Et malgré tout, c'est, par exemple, les peintures qui sont à Orsay, toujours Orsay, mais il faut le répéter plusieurs fois pour que vous en reteniez quand même, au moins musée, et puis peut-être Orsay avec. Eh bien, par exemple, je répète, les Glaneuses ou l'Angélus, c'est pas des formats immenses, mais ils donnent l'impression, le sentiment d'être immenses, parce que il y a de l'air, quoi. C'est pas un truc rikiki encadré par un bout de bois doré. Non, c'est autre chose. On rentre un petit peu dans le miroir, quoi. Ce qu'il y a derrière le miroir de l'œuvre, quoi. C'est ça. Pour moi, Millet, quand je dis Vermeer, eh bien, évidemment, ça peut en choquer quelques-uns, mais je pense que si vous voulez regarder vraiment de près, vous pouvez avoir ce sentiment avec un peu de sensibilité, ça peut vous arriver. Et dire aussi que quelqu'un comme Millet a toujours habité toute sa vie, il a jamais habité à Paris, je crois, il a toujours été à Barbizon. Un tout petit atelier, il avait une chier d'enfants, 6 ou 7, je sais plus combien. 9 enfants, ouais. Voilà, Piquécou, suis ça de près aussi. Paf, tout de suite Voilà, 9 enfants, et mais la famille vivait dans... Piquécou qui les a tous élevés, je veux dire. Il vivait dans une... C'était attenant à son petit atelier. Il avait un tout petit atelier dans une rue de Barbizon, là. On est allé le visiter il y a 1 an à peu près. Moi, j'y suis allé plus souvent, mais je veux dire, il y a 1 an, la dernière visite, c'est il y a 1 an, et vraiment, c'est resté dans son jus. Quand vous voyez des chefs-d'œuvre, parce qu'on peut parler de chefs-d'œuvre, comme ceux qui nous a en quelque sorte légués, quoi. Malheureusement, la plupart sont aux États-Unis, comme beaucoup de choses, comme la plupart des œuvres de Rosa Bonheur aussi, dont Piquéco vous parlera tout à l'heure, et dont on a évoqué aussi, qu'on a évoqué aussi un peu dans le chose de peintre et paysan, mais Piquéco va développer tout à l'heure. Eh bien, voilà, c'était quelqu'un qui a vécu. On peut pas dire que lui, il a vécu, il a fait peint ses paysans. C'est vrai qu'il peignait en atelier, mais il allait dans la nature. Il était dans la nature en permanence, avec quelques autres peintres de Barbizon, quoi. C'est quelqu'un. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une peinture révolutionnaire, parce que c'est une peinture qui montre les paysans, mais tels qu'ils sont. Ils sont pas du tout idéalisés, quoi que ça pourrait sembler, mais ils ne sont pas. Comme l'ermite, etc. La paye des moissonneurs, c'est un truc complètement idéalisé. C'est une composition très classique. C'est ce paysan un peu bref, ce paysan très digne avec sa faux qui attend la paye, etc. Il y a quelque chose là-dedans d'un peu antique. Tandis que chez Millet, pas du tout. Non, c'est très modeste. C'est l'ordinaire du paysan de tous les jours, quoi. Pour moi, c'est très important. Tous les peintres naturalistes n'ont pas été comme lui. Ah non, ça, il y a vraiment des pompiers, des néoclassiques même, tout à fait. Dont le paysan n'est qu'un sujet. Voilà, c'est ça. Voilà, pour faire une peinture qui est un peu toujours la même, ça n'empêche pas que ce soit beau. Hein. Oui, ça n'empêche pas que ce soit beau. Breton. Ils avaient une technique éblouissante, rien que pour ça, c'est regardable, quoi. Mais quant à l'ermite, c'est encore plus... Ou le page, je sais plus lequel des deux, là, qui représente des paysannes qui marchent pieds nus, pieds nus dans la terre, tu sais, avec des yeux extatiques. Non, des cariatides, pratiquement, quoi, qui se déplacent, quoi, c'est à peu près ça. Oui, bien sûr. Mais Millet, non, pas du tout. C'est un être humain qui peint des êtres humains et qui semble avoir compris ce qu'ils étaient vraiment, quoi, dans leur vie de tous les jours. Parce qu'ils vivaient comme eux, en quelque sorte. Ils vivaient très modestement, avec une famille nombreuse. Il s'était marié avec une serveuse d'auberge. Enfin, voilà. Parce que sa première femme était morte. Je crois qu'avant, justement, il habitait Paris. Sa première femme était morte par suite de, je sais plus si c'était le choléra ou, donc après, il s'était éloigné, justement, de Paris et il avait épousé, sa servante, quoi. Et puis, on peut dire que ces chefs-d'œuvre, il les a fait à Barbizon, surtout. Voilà, c'est ça. Oui, je voulais quand même préciser pour nos auditeurs, parce que tu te plains régulièrement que je t'écrase. Je t'écrase de ma science parce que d'un papier lequel il y a 10, 12 lignes, j'arrive à tirer un baratin de 5 minutes. Là, il vient de vous parler 10 minutes. Ah merde. Hein, pardon.
de Jean-François Millet, et je regarde son papiard, il y a 4 lignes, mais écrites en gros caractères. 12 mots. Il y a 12 mots, 12 mots. je dirais. Hein, il y a 12 mots. Voilà. Donc, l'écraseur, chers auditeurs, l'écraseur dans ce studio n'est pas forcément celui qu'on croit. Ouais, bon, voyons. C'était Julos Bocard. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, Piquet-Cou à la régie, notre Jean, notre hussard noir, à l'histoire de l'art. L'anarchie, c'est mieux que le formol, je trouve. Tu vois, Ouais, c'est parce mieux. que quand on pense que tu as 90 ans, je vais vous dire, ça conserve les mecs. Hein. Il est grand. Non, non, Enfin, mais sérieusement. Ah oui, Jean, hein. sérieux, non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais C'est on qui pourrait se dire à connaissent. n'importe quel réac, si vous étiez un art, vous ne seriez pas dans cet état-là. Bah quoi, oui, tu bien vois, sûr, quand hein. on voit Le Pen, franchement, il fait de la peine. Hein. Le vieux babouin, là, je vais dire, bon, enfin... c'est Piquet-Cou qui s'écolle là pour raconter encore une fois Rosa Bonheur. Rosa Elle Bonheur. est amoureux Bah, transistor même de Rosa Bonheur, faut dire que. mais Rosa Bonheur, moi je veux bien faire un petit coucou à ma copine Claudine, si jamais elle écoute, parce que c'est quand même elle qui nous a fait découvrir Tom Rie. Enfin, Donc, qui te l'a fait découvrir. Puis peut-être qu'un jour, après Rosa Bonheur, Piquet-Cou nous fera Gustave Malheur, tu vois. Donc Rosa Bonheur, Rosa Bonheur, la combien 112e. Non, tu t'exagères, t'exagères. Rosalie Bonheur, 1822-1899, devenue Rosa Bonheur, est la fille de Raymond et Sophie Bonheur, qui auront 4 enfants, tous artistes. Auguste, peintre, Juliette également. De plus, elle épousera le fondeur Pérol qui travaillera pour Rosa Bonheur, et Isidore qui est sculpteur. Son père est professeur de dessin. Il se veut socialiste et peintre d'histoire, ancré dans le réalisme et l'exactitude du dessin. Baigné d'humanisme, il part vivre chez les Saint-Simoniens. Sa mère, seule avec 4 enfants, s'épuise au travail, au ravitaillement, aux cachettes de musique le jour et à la couture la nuit. La famille vit à Bordeaux. Les premiers pas de Rosalie l'emportent vers les prés où paissent les vaches, les moutons, les taureaux. Les bêtes la fascinent, leurs yeux surtout, l'expression de leurs regards. À la mort de sa mère, quand elle n'a que 11 ans, elle reste vivre avec son père et devient son élève. À 14 ans, il l'emmène au Louvre. Paralysée de joie lors de cette première visite, elle n'arrive pas à donner un seul coup de crayon. Sa main tremble. Elle y retourne et y passe ensuite une grande partie de ses journées et casse-croûte le midi sur la place du Carrousel. Elle est surnommée le petit hussard par les garçons des Beaux-Arts, tant elle est sur la défensive, les Beaux-Arts étant alors interdits aux filles.
Dans la salle de sculpture, elle copie les antiques. Les peintres flamands et hollandais où figurent des animaux ont sa préférence. C'est un premier gagne-pain. Ces copies se vendent et l'aident à remplir la bourse familiale. Effondrée par le décès de sa mère, Rosa se promet de relever la femme, de ne pas vivre aux dépens d'un homme, de devenir riche et de rester célibataire. Son père lui donne Elisabeth Vigée-Lebrun comme modèle et l'encourage à la dépasser. Puis c'est la rencontre avec la famille Micasse et Nathalie qui partagera sa vie jusqu'à ce que celle-ci décède. À 19 ans, elle présente une œuvre au salon qui sera acceptée. Elle continuera à présenter des toiles tous les ans et en 1845, elle est médaillée. Rosa Bonheur choisit de s'habiller en homme, c'est-à-dire en pantalon, costume de l'émancipation féminine, pour son côté pratique et confortable et pouvoir se promener en forêt et aller dans les abattoirs. Elle demande un permis de travestissement qu'elle est obligée de renouveler régulièrement et qu'elle renouvellera jusqu'à la fin de sa vie. Et quand on visite d'ailleurs son atelier à Thomery, on peut voir un exemplaire accroché sur les murs. Elle porte néanmoins la robe de soie, le chapeau à plumes, lors de démarches officielles ou dans les occasions solennelles. Je dois préciser, mais on l'a déjà fait, mais il faut le refaire, que cette loi a été abrogée cette année ou l'année dernière. Ouais. À 26 ans, elle est médaille d'or. Puis c'est la première commande de l'État, le labourage nivernais en 1848, et son deuxième triomphe, le marché aux chevaux. Tableau qui fascine parce qu'il est l'œuvre d'une femme et par la vigueur des percherons représentés. La photo, il y a une photo qui est au château de By aussi justement, qui était complètement passée. Donc quand on avait discuté avec la conservatrice, là, elle nous avait dit que normalement cette photo devait être renouvelée. Donc on ne sait pas si ça a été fait. Alors pas d'acquéreur pour cette toile exposée à Bordeaux, sa ville natale. C'est Ernest Gambard, excellent marchand d'art à Londres, qui va l'acquérir et devenir son ami et marchand d'art. Rosa et Nathalie voyagent en Écosse, en Angleterre, et Gambard vend des toiles en Amérique. En 1860, elle s'installe au château de By. La forêt de Fontainebleau devient sa source d'inspiration. Elle héberge et peint des félins, dont Fatma, une lionne, qui la suit partout, qui met ses deux pattes autour de son cou pour un échange de bisous et qui viendra mourir au pied de son escalier pour être tout près d'elle. Sa ménagerie se diversifie, elle héberge entre autres un haras, un couple de singes. Elle offre une école mixte à By, une révolution, cesser de diviser les filles et les garçons. Puis Nathalie Micasse meurt, Rosa Bonheur est désespérée et ne se remettra à peindre que bien plus tard lors de sa rencontre avec Anna Klumt, qui s'installera à By, fera son portrait, écrira ses mémoires et sera son légataire universel. Son dernier tableau, qui se nomme La Foulaison, est resté inachevé. Ouais, Rosa Bonheur qui est considérée comme par les Américains comme un génie de la peinture, et à notre sens à juste titre. Hein. Quand on voit son labourage nivernais donc de 1848 au musée d'Orsay, hein, la façon dont la terre est peinte, c'est inégalé. Hein. Dans toute l'histoire de la peinture, jamais personne n'a peint la terre retournée, brassée comme ça. Hein. Tu es d'accord? Ah oui, on a l'impression que si on la touchait, on sentirait la glaive qui s'effriterait entre les doigts. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Et puis j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, ou à peine, mais en tout cas, le musée de l'atelier Rosa Bonheur est réouvert depuis dimanche, en fait. Voilà. Donc on espère que cette histoire de photo s'est réglée, quoi. Ouais, c'était vraiment dommage. Cette photo était toute pâle, ça mettait pas du tout en valeur la beauté du tableau. Ouais, mais encore une fois, tu vois, les crédits partout sont à la baisse, et puis voilà. Non, mais l'atelier de Rosa Bonheur et tout ça, c'est une association qui s'en occupe, qui n'a pas énormément de moyens, quoi. Et c'est la famille qui autorise, la visite de ce lieu, où d'ailleurs c'est une vraie leçon de peinture, je l'ai déjà dit, je le répète, parce que évidemment c'est des choses qu'on peut oublier très vite. C'est une leçon de peinture, son atelier. On voit toutes les étapes de son travail, une toile avec un fond gris avec tracé au crayon dessus le sujet, une toile inachevée, mais en cours d'élaboration, on voit les différentes étapes de son travail de peintre, et évidemment une peinture achevée, plus beaucoup de petites sculptures, etc. Parce qu'il faut dire que c'est un sculpteur magnifique qui a abandonné la sculpture pour pas faire de concurrence à son frère. C'est terrible. C'est fou. Hein. C'est terrible. Mais bon, elle est toujours victime d'une certaine forme d'occasion, hein, mais sûr, je pense qu'un jour ou l'autre.
Bah oui, parce que c'est qu'on n'aime pas le naturalisme, que on préfère, bon, bref. Mais en peinture, en histoire de l'art, on sait qu'il y a des peintres qui maintenant sont reconnus comme des géants de l'histoire de l'art, qui ont été oubliés pendant 2 ou 3 siècles. Et c'est surtout le 19e siècle qui les a fait redécouvrir. Enfin. Donc on pense que le 21e fera la même chose. Non, moi j'irai pas jusque-là. Je pense que dans les 20 ans, je fais le pari qu'il y aura une exposition genre Grand Palais, et que voilà, ce sera à partir de ce moment-là considéré comme l'un des peintres majeurs de l'histoire de l'art, pas seulement française, mais mondiale. Voilà. 20 ans, allez. Ouais. Et confiance. Tu verras, tu pourras y aller. Dans quel état, j'ose pas y penser. En tout cas, il y aura toujours une caisse à savon pour t'emmener là-bas. Dans l'état de dégradation avancé où je suis. Et puis, on changera les roulettes, mais on t'emmènera. Et toutes nos excuses à l'auditeur qui trouve qu'on rit trop souvent. Voilà, bon, l'auditeur occasionnel, mais bon, on ne peut pas s'en empêcher. Non, t'as pas fini avec lui, t'as pas fini de régler. Non, j'en ai d'autres à régler avec d'autres aussi. Voilà. Sinon, moi, je rajoute juste que la biographie là, est inspirée du livre de Marie Bourrin. On en avait déjà lu un extrait la semaine dernière, et qui se nomme Rosa Bonheur, une artiste à l'aube du féminisme. Et c'est pas Marie Bourrin. Mais Marie Bourrin. Ouais, mais Bourrin, pour le thème, c'est pas mal quand même. Aux éditions Pygmalion. Je me l'emmène en vacances. D'accord, mon Jean. C'était Moisson, interprété par Léo Marjane. D'accord. Sur Radio Libertaire, vous êtes toujours la voix de sans Dieu, sans même, sans publicité de la Fédération anarchiste. Aracaille, Piquécou à la régie et à la programmation musicale et à tant d'autres choses. Notre Jean, notre hussard noir, toujours dans ses bottes, les bottes du hussard, c'est quelque chose, qui va vous causer tout de suite dans ce petit poste à galène de mon Jean.
une radio sur laquelle on entend plus souvent la voix de Léo Ferré que celle de Léo Marjane. Oui, je pense, oui. Ça va, Jean aussi. Bon. Qui n'était pas une compagnonne de route, comme on dit chez nous. Oui, je voudrais d'abord préciser, j'ai un copain qui s'est un petit peu étonné ces dernières semaines. Il fait essentiellement référence à 2 ou 3 semaines de ces vannes sur les lapins qui ont fleuri dans l'émission. Tiens, au fait, la rue de Lappe va être rebaptisée la rue de Lapin. Ah, d'accord. Je savais pas. Non, je savais pas. Bon, remarque, c'est sympa, rue de Lapin. Alors, je voudrais préciser, parce qu'il doit pas être tout seul, cet auditeur, et se demander, ça avait un petit côté quand même un peu privé de joke, tu vois, comme on dit. Bon, en fait, avec mon camarade, à mon côté, là, à mon côté droit, nous essayons depuis les débuts de cette émission, qui remonte quand même, nous entamons notre 5e année d'existence, mon Robert. Oui, enfin bon. Ça se fait. Amène le chelin, ça se fait. Non, mais bon. Nous essayons d'attirer certains artistes que nous aimons beaucoup du marché de l'art de la Bastille, avec un succès dont on peut dire qu'il n'est pas total. Hein. Non, pas vraiment. On dirait même que le marché de la Bastille, depuis qu'on en parle, a régressé d'une manière alarmante. Tu vois, même si on se mettait à imaginer, tu as quand même essayé pendant des années de ramener Piquet-Cou, même si on se mettait à imaginer qu'on a réussi à amener au moins Piquet-Cou. Non. Tu l'as déjà vu dans le studio. Elle nous a roulé dans la farine. Elle nous a roulé dans la farine. Mais complètement. Non, complètement. Elle est dans le bocal, bien installée, c'est vrai. Ça, elle est contente. Elle commence quand même un peu à prendre la parole et tout ça. Puis elle nous l'a coupé en même temps. Parce que... Oh non. Des fois, j'ai quelque chose à dire. Paf, c'est la musique. Mais t'avais réfléchi qu'en fait, elle était jamais passée par le studio. Voilà. On y arrivera. Alors, il faut qu'on précise que parmi ces artistes du marché de l'art de la Bastille, il y a non seulement de très beaux humains, mais aussi de très beaux artistes qui font de très belles choses. Alors le problème, que pour leur faire parler de leur travail, c'est mission impossible. Voilà, c'est pas gagné. Des années qu'on essaye, mais on est allé chez un pour l'enregistrer. Et l'interview, on peut la foutre à la poubelle parce que il parlait tellement bas, tellement qu'on ne comprend rien. Il nous a promis de venir avant la fin de l'année. Il nous a promis de venir avant la fin de l'année. Voilà. Oui, enfin, ceci dit, parce qu'il y en a d'autres qui nous ont promis de venir depuis un moment. Et je parle de la gardienne de lapin. Au premier rang de ces artistes, il y a la délicieuse Karine, qui est artiste peintre. Karine Nouzette, j'ai quelque chose à te raconter. Qui est artiste ou peintre, artiste et peintre. Artiste peintre, non, comment on dit déjà ? Artiste peintre. Oui. Bon. Artiste barbouilleuse. Mais qui, pour arrondir ses fins de mois, dresse des lapins pour le cirque la famille Bouglione, le cirque d'hiver, avec un succès qui se dément pas, là, par contre. Ça se dément pas. Moi, je connais des gens qui ont assisté au numéro, et alors c'est des lapins qui sont là au milieu du truc, alors ils mangent des carottes, ils boivent de l'eau au biberon, enfin, il paraît que c'est extraordinaire. On n'a jamais vu des lapins faire ça dans un cirque, Non, il faut dire que Karine Nouzette, n'est-ce pas de Milne Karine Nouzette, elle passe des nuits entières au chevet de ses lapins quand ils ont un petit pet de travers, petit pet de lapin évidemment. Eh bien, elle est là, elle est présente, elle oublie le monde entier pour se consacrer à ses rongeurs. Voilà, enfin, ça fait donc bientôt, c'est notre 5e année. On se laissera pas faire. Non. Non. D'ailleurs, tu as déjà réussi à attirer quelques artistes, mais n'en profite pas pour dire pas les meilleurs, parce que il y en a quand même qui nous écoutent. Oui, c'est un peu dommage pour eux. Avant de nous décramponner l'un comme l'autre, c'est pas gagné. Vous feriez mieux de venir et qu'on en finisse. Oui, qu'on en finisse surtout. En plus, on a proposé, comme Piquet-Cou, mais alors il faudrait pas qu'ils nous aident de la même façon, quoi. Tu vois, de faire un passage par le bocal. Je les imagine tous, tu sais, dans le bocal, et nous comme deux cons dans le studio. Enfin bon. On prendrait quand même, ceci dit. Oui, on prendrait aussi. Arrête de me traiter de Sidi, s'il te plaît. C'est Robert. Voilà, Grant Wood. Grant Wood, parce que les auteurs du livre dont Piquet-Cou vous a lu un extrait, qui sont donc conservateurs à l'Art Institute of Chicago, ils n'ont pas quand même fini leur livre sur le peintre du paysan sans parler des
des auteurs naturalistes. Il y a eu des peintres naturalistes aux États-Unis, Ah, un sûr, petit peu après, qui ont été évidemment très influencés. Mais aux États-Unis comme en Europe, ils ont été mis de côté, quoi, tu vois. Ils adoraient Rosa Bonheur, tout ça, mais leur propre peintre, non. Voilà, ouais, c'est ça. Mais ça a changé. Hein. Ça a changé. Ah oui, ça a changé. L'Art Institute of Chicago, ils ont un département énorme de peintres, naturalistes américains. Donc Grant Wood, je sais plus si je l'ai dit, c'est 1891-1942. Donc c'est un petit peu après, on n'est plus au 19e siècle, puisqu'il a 9 ans au moment où on passe d'un siècle à l'autre. Bon. En fait, ça va te plaire, il a d'abord une formation, lui, d'ébéniste ferronnier, Grant Wood, avant de se lancer dans la peinture. Et il s'installe dans l'Iowa, il y est né, je crois pas qu'il ait jamais vraiment quitté, malgré des séjours à l'étranger, qu'il n'ait jamais vraiment quitté l'Iowa. Comme artisan, il s'installe. Ouais. Il va faire aussi des études plus poussées à l'Art Institute of Chicago. C'est là qu'il découvre un petit peu la peinture. En 1923, il fait un voyage à Paris qui va durer, je crois, un peu plus d'une année, où il va suivre des cours à l'Académie Julian. Bonne académie. Dont je me suis fait, moi, virer au bout d'un mois et demi. Oui, moi, je me suis auto-viré. Quand un prof m'a dit que je tricotais des maillots. Ah, c'est là? Oui, c'est là. Ouais, c'est génial, cette histoire. J'étais tellement fasciné. La première fois que j'ai vu une femme nue. Il y a de quoi être traumatisé, remarque. Ah oui, j'étais avec mon ami d'enfance, tous les deux. Alors, c'était terrible. Enfin bon. 1927, il est de retour dans l'Iowa, il reçoit une commande de vitraux, pour laquelle, c'est un type vachement sérieux, il va aller faire une formation spécifique d'artisan des vitraux en Allemagne, tu vois. Et alors c'est là qu'il découvre en fait à la fois les primitifs allemands et flamands, essentiellement allemand, mais aussi flamand, en bon quaker, c'est un quaker, il faut le dire à l'origine, et qui vont lui faire enfin abandonner l'impressionnisme qu'il pratique dans la peinture avec une régularité un peu déconcertante, parce que c'est quand même pas terrible ce qu'il fait, ça va beaucoup s'améliorer ensuite. Sa peinture, c'est une peinture réaliste et détaillée à la manière des maîtres anciens, tu vois. La première peinture de cette manière, c'est en 1929, Woman with Plants, où c'est un portrait, pas une espèce, c'est un portrait de sa mère, exécuté ainsi, et qui ne connaîtra aucun succès, mon cher Robert. Une année plus tard seulement, c'est un tableau remarquable, une année plus tard seulement, c'est American Gothic, qui est exposé à l'Art Institute de Chicago, dont on a déjà parlé. Et alors là, il fait sensation, ce tableau. Je dirais le sujet pittoresque, le réalisme froid, la représentation écorchée, je dirais, tu vois, grattée à l'os comme ça, sont une nouveauté pour l'art américain. On y voit en fait un pasteur fermier tenant une fourche et sa fille, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas sa femme, c'est sa fille, devant leur maison aux airs de petites chapelles gothiques. Tu vois, on voit dépasser un toit pointu avec des fenêtres en forme de voilà. Bon. Et ils sont très raides, très voilà. C'est le moins qu'on puisse dire, tu vois. Typiquement une petite chapelle gothique typiquement américaine, en bois là comme ça, peinte en blanc. Enfin bon. Grant Wood avait fait poser en fait sa propre fille, Nan, et son dentiste. D'accord. Auquel, t'es d'accord, on n'aurait pas envie de confier sa fraise. Ah non. Ouaf, ouaf. Ouais. Bon, ce couple de laborieux travailleurs de la campagne du Middle West, tout y est en fait. C'est ça c'est assez minimaliste. Il y a 7 chapelles derrière, c'est extraordinaire ce tableau. Ouais, tout à fait. Il y a juste ce toit de chapelle qui dépasse et la fourche du mec avec leur gueule comme ça. Complètement rigide. C'était pas les Mormons, c'était les Quakers. Non, c'est les Quakers. Les Quakers. Sont pas très gais. Voilà. Ce couple de laborieux travailleurs de la campagne du Middle West est devenu une icône de l'art américain. D'abord, puis mondial, il faut le dire, l'un des tableaux tout simplement les plus célèbres du monde. Dans les années 30, Grant Wood entraîne l'éclosion carrément de l'école régionaliste américaine, dont il restera le fleuron majeur avec Winslow Homer dont j'ai déjà parlé en fait dans cette émission, qui est un petit peu le pendant de Hopper, mais pour le côté rural, ce que Hopper est lui
et pour les villes américaines. Hein. Voilà. En 1932, il fait un portrait très intéressant, hein, satirique, de trois vieilles femmes, pardon. Fermière. Tu vois, c'est là que mes 12 notes, finalement, j'aurais mieux fait d'en avoir que oui, oh, ça va. que 3 lignes, Oui, comme sûr. certains. Ils sont quand même plus à l'aise. Bon, enfin bref, de trois vieilles femmes devant un tableau représentant une bataille de Washington durant la guerre d'indépendance. Hein. C'est un portrait, voilà, je sais plus comment il s'appelle, ce tableau, mais il est assez fabuleux. Et puis, en 1934, à partir plutôt de 1934, il va enseigner aux Beaux-Arts de l'Université de l'Iowa. Voilà. Ces paysages aux formes simplifiées, on peut le dire, transmettent avec force l'atmosphère de l'Amérique rurale, mon cher Robert, tu en seras bien sûr d'accord. Non, absolument. Non, et en même temps, il faut noter que les Quakers c'est une secte protestante, mais qui s'est beaucoup impliquée pour la libération des esclaves noirs. Ils avaient monté des réseaux pour les faire s'évader vers le sud, quoi. Vers le nord, pardon. Voilà, il arrivait que leur rigidité est du bon. Hein. Ouais, tout à fait. Le père de Grantwood était donc un Quaker, hein, et il disait à son fils: être artiste pour un homme, là c'est le côté moins bon, je te le dis tout de suite de la rigidité des Quakers. Hein. Être artiste pour un homme, c'est comme s'il faisait du crochet. C'est bon pour les femmes. Ah oui, c'est encourageant. Hein, voilà. Évoquant plus tard d'ailleurs son voyage à Paris, Grant écrivit: j'ai décidé de quitter la ceinture. C'est un mot qui revient souvent chez lui, la ceinture de la Bible. Hein. Tu vois, pour aller chercher la liberté à Paris. Voilà. Si American Gothic fit sensation aux États-Unis dans leur ensemble, hein, il fut détesté dans l'Iowa, hein, le départ, enfin la région dans laquelle, l'état dans lequel il a été montré, hein, l'état d'origine de Grantwood, hein, parce pour eux, il donnait une image vraiment par trop négative de la ruralité américaine. Hein. Aujourd'hui, à Cedar Rapids, sa ville d'origine, rue, école et musée portent le nom de Grantwood. Tu vois, comme quoi l'histoire, quand même, des fois, finit par rendre justice aux artistes. Voilà. Non, mais ça fait vraiment un artiste que vous pouvez aller regarder évidemment sur le net, parce que je pense pas qu'on en ait chez nous des Grantwood. Non. Moi, je crois pas, non. Je crois pas. Les Américains ont tous nos artistes majeurs, mais nous, bon. Et c'est très intéressant, parce que des fois, ça part carrément vers l'art naïf. American Gothic, on est dans un espèce de réalisme invraisemblable. Dans les deux cas, la technique est fabuleuse. Hein. Tout à fait. Vraiment, un artiste majeur. Voilà. Et moi, j'avais vu des reproductions de cette œuvre dans un mensuel graphique. Un mensuel pour les graphistes, etc. Un truc américain, justement. Tu vois pas qu'est-ce que c'est, ce truc? Il y avait c'est Graphis. Ah oui, tout simplement, oui, d'accord, Graphis, oui. Ouais, il y avait un article sur son travail, avec des photos de cette œuvre particulièrement. Mais tu auras du mal à trouver un livre sur l'Amérique où il n'y figure pas. C'est un peu la Joconde tout à fait. Des Américains. Voilà.
C'était Take Train to Charlotte par Fiddle John Carson. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Je me gausse parce qu'il y a d'autres gens qui viennent nous en raconter une bien bonne qui est pas, on ne peut pas en parler. Elle n'est pas radiophonique. Non, elle n'est pas radiophonique. Pas du tout. Ça, c'est Chenin, peut-être. Hein. C'est possible, c'est possible. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre sa publicité, avec Piquet-Cou à la régie et à la programmation musicale. Notre Jean, notre hussard noir, qui va vous en compter deux bien bonnes sur les expositions à ne pas manquer. Oui, mais ça va aller vite, hein, parce qu'il ne faudrait pas non plus rater quand même ce qui est l'essentiel de cette émission, c'est-à-dire les annonces de l'AFA. Oui. Hein. Non, pas les annonces de l'AFA, les œuvres. Les œuvres de l'AFA. Les œuvres de l'AFA. Oui, voilà. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, le musée de l'atelier Rosa Bonheur au château de By. Un château de By, c'est Piquet-Cou qui en a parlé. Oui. 77 810 Thomery, là aussi, c'est Piquet-Cou qui en a parlé. On peut y aller en train. Donc réouverture à partir du 3 mars, donc c'était dimanche dernier. Hein. En 1859, l'artiste peintre animalière, hein, c'est comme ça qu'on la définissait, Rosa Bonheur s'installe dans le château de By. Dans son atelier resté intact, les visiteurs découvrent l'ambiance et l'atmosphère dans laquelle l'artiste a travaillé durant 40 ans, ainsi que les objets de sa vie quotidienne. Aujourd'hui, la partie ouverte à la visite se compose de l'atelier de l'artiste, qui reflète bien ce qu'était le lieu de travail d'une artiste alors au fait de sa gloire internationale, d'un petit bureau et d'une salle d'études dans laquelle les meubles de sa chambre ont été installés. Et puis Félix Ziem, ça c'était une expo pour les carnétistes tribulants, hein, nos copains carnétistes qui étaient là la semaine dernière. J'ai rêvé le beau, au Petit Palais, avenue Winston Churchill, dans le 8e arrondissement de Paris, et ça c'est valable jusqu'au 4 août, vous avez un peu de temps. Félix Ziem, je pense qu'il aurait assez apprécié la démarche des carnétistes. 1821-1911, Félix Ziem. Si les paysages lumineux de Venise, de Martigues ou de Lorient qui ont fait sa renommée se révèlent un petit peu trop copiés les uns sur les autres, cette exposition nous permet de découvrir aussi un solide gaillard, Robert, ça va te parler, qui vécut jusqu'à 90 ans, enfin, j'espère qu'on te gardera plus longtemps, en multipliant les voyages. Non, mais tu sais, tu as une hygiène de vie différente que la sienne, donc toi, tu devrais pouvoir faire 10, 12, 13, 14 ans de plus. En multipliant les voyages, je disais, et en remplissant des dizaines de carnets de croquis. Comme ses amis de Barbizon, Jean-François Millet ou Théodore Rousseau, il trouvait ses sujets dans la campagne et dans la forêt qu'il parcourait en roulotte atelier. Ça, c'est génial. Ah, c'est pas un rêve, ça. Ah ouais, alors, quand tu vois le résultat, c'est à tomber. Ah ouais, je vous le dis. Rapidement brossés, ces vieux chênes, étangs, sentiers herbeux et ciels nuageux lui servaient surtout d'éléments pour construire de grands tableaux à l'atelier. Mais ils ont une vivacité du trait, une spontanéité du ressenti qui en font des œuvres à part entière, chargées d'émotions et de sensations. Personnellement, je préfère même aux toiles finies, mais c'est souvent le cas. Voilà. Ziem laissa plus de 10 000 dessins, Robert, et 6 000 peintures. Comment font-ils? 6 000 peintures. 6 000 peintures. Puis des tartines en plus. Le Petit Palais en expose une centaine, c'est déjà pas mal. Voilà. Quant à ces carnets de voyage, mes chers carnétistes tribulants, les commissaires de l'expo ont eu la bonne idée de projeter sur écran une série de croquis qui en sont issus pour nous permettre de profiter de ces belles pages qui sont, bien sûr, pour des raisons de conservation, impossibles à feuilleter. Oui, voilà mon Robert. Et je voudrais ajouter que à Martigues, il y a le musée Félix Ziem. Il y a un musée, je pense qu'il est originaire de Martigues, et il y a je sais pas si c'est son atelier, enfin il y a un musée qui lui est consacré. Voilà, un artiste important qui est en train de revenir sur le devant de la scène, et c'est vraiment mérité. Bien sûr, parce que moi quand j'ai visité, quand j'ai connu cet artiste, il n'était pas du tout connu. Je pense que c'est ton cas aussi. Si tu veux, il a été considéré comme pompier, alors lui vraiment c'est pas mérité du tout. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Bon Jean, merci beaucoup de faire ces rappels parce que c'est important. On est racaille, nous, ça peut justifier ce terme de racaille parce que on est. Parce qu'on remet les pompiers au goût du jour. Oui, voilà, c'est ça. Parce que ce sera un peu facile de faire autrement de justifier ce titre de notre émission racaille en publiant ou en soutenant des artistes qui se la jouent révolutionnaires de l'art, etc. Je pense que la révolution, elle n'est pas forcément là où on croit qu'elle est. Bon. Non.
Tu veux pas continuer sur les œuvres de la FA? Oui, d'accord, oui. Non, parce que je voyais les poses de terre et tout ça, dans les mangeux de terre. Non, mais je mettrai la musique. Qu'est-ce qu'on va écouter la semaine prochaine? Les mangeux de terre. Excusez-moi, peut-être à la fin de l'émission. je voudrais vous parler des œuvres de la FA, mais avant, vous parlez de 2 expos. Accrochage, ça dure jusqu'au 9 mars, vous voyez, vous avez encore 4 jours, à la galerie Guignon, 39 rue de Charenton, dans le 12e à Paris. Cette galerie Guignon qui expose des œuvres d'Alquin, Chambard, Dauphren, Fougérolles, Gillet, Kantorowicz, Krief, Lacour, Lellier, Manoli, Martin, Monfleur, Ndaliro, Pleutin et Marc Toussaint. Voilà, vous pouvez aller voir ça. Et une autre expo, collectif Ben Up, le temps du regard, avec Al Mansfield, Urbain et Colline, le temps du regard, vernissage le mercredi 20 mars, encore le temps 2013 à 19h à 21h30. Mais l'exposition, par contre, elle dure que 9 jours, du 21 au 30 mars 2013. Du lundi au vendredi, de 9h à 20h, et le samedi de 14 à 17, 48 rue Cardinal, Le Moine, 7505 Paris. On vous en reparlera la semaine prochaine pour pas que vous oubliez tout de suite. Urbain qui est attendu dans cette émission. Oui, qui a attendu avec presque autant d'impatience que Karine. Voilà. Ouais, mais enfin, s'il y en a une qui est peut-être un hologramme, l'autre, lui, c'est carrément un ectoplasme. Et puis les œuvres de la FA, 3 œuvres. Non, je veux parler de l'enregistrement. 3 œuvres, la radio que vous écoutez en ce moment, Radio Libertaire, qui fait toujours, tous les mardis, on fait un appel au peuple. Enfin, quand on n'a pas d'invité, parce que quand on a des invités, on donne la priorité à ceux-ci. Voilà, un appel au peuple sous forme de carte d'auditeur à 20 €. Sous forme de carte d'auditeur à 20 € que vous pouvez retirer à la librairie Publico. Aussi, sous forme de souscription auquel vous pouvez participer pour minimum de 5 € et vous pouvez remplir les papiers à la librairie Publico. Et aussi, devenir ami de Radio Libertaire, de l'association des amis de Radio Libertaire, et vous pouvez trouver aussi les formulaires à remplir à la librairie Publico, 145 rue Amelot à Paris, dans le 11e. Voilà. Et puis bon, voilà, la librairie Publico, comme je le dis et je le répète tous les mardis depuis bientôt 5 ans, c'est enfin la radio déjà, bon, vous savez pourquoi, il faut entretenir un matériel assez délicat qui est utilisé par une centaine de techniciens au service d'une centaine d'émissions, et voilà, tout le monde manipule pas le matériel de la même manière. Il y a des néophytes, il y a des professionnels, des gens qui savent moins, donc le matériel il doit subir des contraintes d'utilisateurs assez difficiles, et bon, il faut le maintenir en état de marche. Ça coûte de l'argent, ça coûte aussi du temps à nos camarades techniciens qui sont chargés de cette maintenance, gratos évidemment, de jour comme de nuit, parce que comme il y a des émissions parfois aussi la nuit, et s'il y a un problème technique, les camarades se déplacent, etc. On leur rend ici depuis quelque temps quand même un hommage, comme on dit, mais enfin c'est pas formel, c'est vrai. Il faut reconnaître que si on n'avait pas ces techniciens, la radio elle serait inaudible. Et puis la librairie Publico, vous pouvez remplir tous ces petits formulaires pour procurer de la thune pour la radio. La librairie Publico aussi, elle a besoin de vous, elle a besoin surtout que vous veniez, que vous commandiez des livres, que vous veniez à ces soirées le vendredi et le samedi où vous pouvez visionner des films, vous entretenir avec des auteurs, etc. Bon, bref, il y a des petites expos aussi. Moi, la librairie Publico qui est en danger, comme toutes les librairies généralistes ou pas, c'est une librairie principalement militante, mais aussi il y a des ouvrages plus généralistes. Voilà, cette librairie qui essaye de maintenir sa grosse tête bien sympa en dehors de l'eau, enfin au-dessus de l'eau, pour pas mourir noyé. Donc elle a besoin de vous, mais c'est un cri que je lance, et quand je lance un cri, vous savez, ça déménage. Voilà, pour vous dire, allez-y, allez discuter avec les permanents de service, Laurent ou Max, parlez avec eux de tout ce que vous voulez concernant l'anarchie, mais concernant aussi la librairie,
comment faire pour la sauver, etc. Parce que c'est quand même une vitrine de notre mouvement anarchiste, mais pas seulement une vitrine française, mais une vitrine mondiale. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde voir cette librairie, de France aussi, de province, de contrées éloignées de notre hexagone, etc. C'est vraiment une librairie mythique. Voilà, elle existe depuis plus de 60 ans et on aimerait qu'elle vive encore au moins 60 ans. Alors, elle a besoin de vous. La librairie Publico, vous pouvez trouver un dépôt de presse du Monde Libertaire, un dépôt de presse du gratuit du quinzomadaire du Monde Libertaire et un dépôt de presse du hors série du Monde Libertaire qui paraît tous les 2 ou 3 mois, je crois. Voilà, il faudrait trouver tout ça à la librairie Publico, le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, plutôt l'hebdo de la Fédération anarchiste, qui paraît évidemment comme un hebdo toutes les semaines, je ne vais pas oxymoré. Et puis, où vous trouvez aussi des articles qui sont pas forcément des articles militants, parce qu'on a des plumes extérieures à l'AFA qui s'expriment dans le Monde libertaire, mais c'est toujours très très intéressant, très branché avec l'actualité, ou aussi des articles de fond qui sont plus, qui sont pas franchement d'actualité, mais ça fait rien, on en a besoin de temps en temps, sur l'anarchie, etc., sur l'international anarchiste. Et puis des cartoons qui déménagent avec une bande d'illustrateurs jeunes et dynamiques qui n'ont pas peur de concasser un petit peu ce qui se passe dans notre environnement social ou politique. Voilà. Le Monde Libertaire, je ne vais pas vous citer tous les intervenants, je le ferai une fois où j'aurai plus de temps. Mais quand même, c'est un magazine qui a vraiment besoin de vous. Vous pouvez le trouver en kiosque, pas dans tous les kiosques malheureusement. Et puis, vous y abonnez, vous prenez votre abonnement à la librairie Publico. Et puis aussi, je vous dis, les dépôts de presse qu'il y a à la librairie Publico toutes les semaines. Si vous ne le trouvez pas en kiosque, vous pouvez le trouver à la librairie Publico. Et puis, vous abonnez particulièrement. Toute la presse a besoin des abonnés. Voilà, c'était à Racaille, la 2000e, enfin bon, avec Piquet-Cou, notre camarade Piquet-Cou à la régie. Oui, moi j'avais juste 2 petites annonces à faire pour Publico, je me dépêche. Vendredi 8 mars à 19h30, Privilège, un film de Peter Watkins qui décrit la construction mécanique d'une pop star, l'hystérie religieuse de son public et l'instrumentalisation du phénomène par les autorités politiques. Et samedi 9 mars à 16h30, une rencontre avec Anne Steiner pour son livre Le goût de l'émeute, manifestations et violences de rue dans Paris et sa banlieue à la Belle Époque. Salut. Voilà, la semaine prochaine, on vous dira où trouver des lunettes avec des épingles à nourrice. Au revoir, à la semaine prochaine.